Shortly before the dawn of Saturday morning, John Fitzgerald Kennedy comes home to the White House. He had been the nation's 35th president for a period of 2 years and 10 months. Je m'appelle Oliver Stone et voici Dealey Plaza, où John Kennedy a été assassiné le 22 novembre 1963. En 1991, j'ai réalisé le film JFK pour tenter de percer les mystères qui entouraient ce lieu en cette journée si particulière. Nous voulions aussi explorer les raisons de l'assassinat du président Kennedy. À la fin du film, nous avons rappelé au public que près de 30 ans après l'assassinat, des dizaines de milliers de documents sur son meurtre comme sur son action politique étaient encore tenus secrets. JFK a fait couler beaucoup d'encre lors de sa sortie. Certains ont encensé le film, d'autres l'ont critiqué. Mais à l'issue de cette controverse sans précédent, un nouvel organisme gouvernemental a été créé, la Commission de révision des archives de l'assassinat. La commission s'est employée à déclassifier cette immense manne de documents. Pourtant, le public n'a pas été informé de l'existence de ces archives qui offrent une nouvelle vision factuelle de la véritable personnalité de Kennedy et des circonstances réelles de son assassinat. Cette série documentaire propose d'explorer certaines des archives les plus importantes. C'est un travail nécessaire, car notre démocratie se meurt et la peur nous domine dès que la confiance entre un peuple et son gouvernement est brisée. A dark page in the annals of America has been written to the crack of an assassin's bullet. A nation mourns, the world grieves. The man who became 35th president less than 3 years ago is dead. His rendezvous with grim destiny begins a little after noontime as his plane lands in Dallas. At 1:25, the motorcade moves into the downtown area. Death is 6 minutes away. In a warehouse, a sniper with a rifle poised waits. The cheers of the crowd almost muffle the 3 shots. The assassin's aim is deadly. The area is aswarm with police, rangers, and Secret Service men. The murderer slips the net, but a few blocks away, a man is captured after he is reported to have killed a policeman. That man is a 24-year-old pro-Castro Texan who once sought Soviet citizenship. He is charged with murder. Meanwhile, the president had been rushed to a nearby hospital where life lingered as a waiting world prayed. A half hour later, he was dead. His life crushed like his wife's abandoned bouquet. Après le meurtre de son frère, Robert Kennedy, procureur général, se met aussitôt à enquêter sur la possibilité d'une conspiration intérieure. La première personne que mon père a appelée a été le responsable de la CIA à Langley. Il lui a demandé « Est-ce que c'est vos gars qui ont fait cette horreur ?» À en juger par la manière dont Bobby s'est comporté en ce terrible jour du 22 novembre 1963, depuis son domicile de McLean en Virginie, on sait qu'il a immédiatement suspecté que ce n'était pas l'œuvre d'un tireur isolé. Comment le sait-on? Parce qu'il a discuté avec ses proches conseillers, Kenny O'Donnell et Dave Powers, qui étaient à bord de la limousine qui suivait celle du président. Ces 2 vétérans de la Seconde Guerre mondiale, des hommes qui connaissaient bien le bruit d'un coup de feu,
lui ont expliqué que les tirs ne venaient pas que de l'arrière, mais de tous les côtés. Il y avait des tirs qui venaient de devant aussi. Il y avait des tirs croisés. J'étais dans la salle Est, avec mon père, Jackie et 2 de mes frères, quand Lyndon Johnson est entré dans la pièce pour dire que Lee Harvey Oswald avait été tué et que quelqu'un l'avait abattu. J'ai alors dit à mon père et à ma mère, « Pourquoi il l'a tué? Il aimait bien notre famille ?» Et personne ne m'a répondu. Donc je ne savais pas s'il fallait se réjouir de la mort d'Oswald. À leur réaction, j'ai plutôt eu le sentiment que ça n'avait fait qu'aggraver la tragédie et que c'était une mauvaise chose. Je ne comprenais pas, mais je me posais plein de questions. Pourquoi est-ce qu'il a tiré en public? Il savait qu'il allait se faire attraper. Pourquoi est-ce qu'il s'est sacrifié pour tuer Oswald? Il devait forcément aimer notre famille. Et 2 ans plus tard, tout le monde avait très bien compris que non, il n'aimait pas notre famille. C'était un gangster. Quand il a consulté le registre des appels que Jack Ruby a passés avant de se rendre dans les sous-sols du commissariat de Dallas, Bobby a dit qu'elle ressemblait à la liste des témoins de la commission d'enquête sur le racket, c'est-à-dire des gars de la mafia. À l'époque, mon père ne se rendait pas compte à quel point la CIA et la mafia étaient de mèche, et qu'au fond, il s'agissait d'une seule et même organisation. En 1961, le FBI a découvert que la CIA et la mafia avaient projeté d'assassiner en secret Fidel Castro. En l'apprenant, le ministre de la Justice, Robert Kennedy, a exigé un rapport complet de la CIA qui a reconnu l'existence de ces complots, mais a prétendu qu'ils avaient cessé. En réalité, ils étaient toujours d'actualité, sous la houlette de l'agent de la CIA William Harvey et d'un gangster de Chicago, Johnny Russell Lee. Et quelle était la 3e force que Bobby soupçonnait dans l'assassinat de son frère avec la CIA et la mafia? Les exilés anticastristes. Il est allé jusqu'à appeler un membre de la communauté cubaine en exil pour lui dire « C'est l'un de vous qui a fait le coup ». Il s'agissait d'Harry Ruiz Williams. Bobby ne l'a pas accusé directement, mais il lui a dit « C'est un de vos gars ». Est-ce que Robert Kennedy a arrêté d'enquêter sur l'assassinat de son frère? Le jour où son frère est mort, mon père a perdu presque toute sa capacité d'enquête au ministère de la Justice. Il avait 30 000 employés. La moitié étaient des gens du FBI qui travaillaient pour lui en apparence, mais en réalité qui répondaient à Hoover. Donc mon père n'a pas pu mener l'enquête sur l'assassinat. De toute façon, il était complètement anéanti. La première année, il était effondré parce qu'il savait que rien ne pourrait ramener Jack. Il ne voulait même pas en parler. Il a prévenu Nick Katzenbach. « Je ne témoignerai pas devant la commission Warren. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. » Et il a essayé de s'exprimer le moins possible à ce sujet. Quand il l'a fait en privé, il a dit que la commission avait bâclé le travail. Mais en public, il n'a jamais rien dit. Au fond, il savait bien que ce n'était qu'une commission et que dans ce pays, les commissions se contentent de sanctifier la version officielle. Il savait qu'une enquête sous l'égide de la Maison-Blanche, de Lyndon Johnson et du FBI serait forcément bidon. J'ai parlé à de nombreux conseillers de Bobby Kennedy, Dick Goodwin, Frank Mankiewicz, Adam Walensky. Tous m'ont dit que Bobby Kennedy n'avait aucune confiance en la commission Warren. Selon lui, c'était de la poudre aux yeux pour gentiment étouffer le scandale. Il était déterminé à découvrir la vérité. Il voulait diligenter une nouvelle enquête officielle sur le meurtre de son frère dès qu'il serait élu à la Maison-Blanche. To the White House in Washington comes the final verdict on the fateful tragedy which engulfed the nation 10 months ago. U.S. Chief Justice Earl Warren is the bearer of the sad epilogue. The report of the assassination of President John Fitzgerald Kennedy, compiled by the commission created by President Johnson, which was headed by the Chief Justice himself. Ce n'est pas Lyndon Johnson qui a eu l'idée de la commission Warren. Lui aurait préféré que l'enquête soit confiée à l'État du Texas. Mais la Maison-Blanche a été pressée d'adopter le concept d'un panel indépendant, suggéré par Eugene Rostow, doyen de l'école de droit de Yale et frère de Walter Rostow.
Le dimanche 24 novembre, Rostow indique à l'assistant de Johnson, Bill Moyers, qu'il convient de nommer une commission d'experts. En effet, l'opinion publique aux États-Unis et dans le monde, choquée par le meurtre d'Oswald et le fiasco de la police de Dallas, ne sait plus à quel saint se vouer. Le Washington Post aussi soutient cette idée. La directrice Kay Graham et son éditeur Al Friendly s'apprêtent à publier un éditorial pour appuyer la commission le 25 novembre, jour des funérailles du président. Tout comme Joseph Alsop, un chroniqueur très estimé qui déploie des trésors de persuasion. And have Moyers call Friendly or Kay, I'm sure that you will have the strongest possible support. It'll be thought that everything has been done that needs doing. Johnson accepte et nomme un comité fédéral extraordinaire. Quelle a été, selon vous, la nomination la plus déroutante au sein de la commission? La nomination d'Allen Dulles à la commission Warren est, selon moi, l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire des États-Unis. Have you ever committed any act of violence in your life? No. Lyndon Johnson a raconté à tout le monde que même Bobby Kennedy, vous imaginez, avait insisté pour que Dulles soit nommé à la commission. I don't think that if you had 10 more commissions, you'd ever get away from the idea that maybe there was a plot. We just didn't find any traces of it. Mais en réalité, c'est la CIA qui a fait pression pour que Dulles fasse partie de la commission. Ils avaient besoin que l'un des leurs siège à la commission pour s'assurer que certaines portes restent fermées. Johnson nomme également Gerald Ford, qui n'est encore qu'un jeune représentant du Michigan, et qui est très proche de J. Edgar Hoover et du FBI. Mais tout le monde n'est pas aussi désireux que Dulles de siéger à la commission. Pour convaincre Earl Warren de présider, Johnson doit brandir la menace atomique. Il évoque les mêmes risques devant le sénateur Richard Russell. We got to take this out of the arena where they're testifying and Khrushchev and Castro did this and did that and kicking us into a war that can kill 40 million Americans in an hour. Avant même le meurtre d'Oswald, Cliff Carter de la Maison-Blanche a appelé la police de Dallas. Il a demandé qu'Oswald ne soit pas inculpé de participation dans un complot communiste. Pourquoi ? Par crainte d'une confrontation avec l'URSS. Le spectre de la guerre atomique évoqué par Johnson émane des rapports de la CIA. 7 semaines avant l'assassinat, Oswald se serait rendu dans les consulats cubains et soviétiques au Mexique. Le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, sait que cette information est fausse. Il est en outre convaincu qu'en l'état, les éléments d'enquête ne suffiront pas à assurer la condamnation d'Oswald. Le FBI va pourtant conduire 80% de l'enquête pour le compte de la commission Warren, et Hoover va mettre en sourdine ses doutes sur le cas Oswald. Dans une ambiance de dissimulation, des fuites sont organisées pour la presse. On annonce d'ores et déjà que Lee Harvey Oswald est sur le point d'être déclaré coupable par la commission. La commission opère dans le plus grand secret. Les articles de fond publiés sur l'affaire JFK et le travail de la commission durant cette période se comptent sur les doigts de la main. Pourtant, alors que presque personne ne connaît le mode opératoire de la commission, le jour où les 888 pages du rapport Warren sont rendues publiques, la presse accepte ses conclusions sans réserve. Le soir de la publication du rapport, NBC et CBS proposent des émissions spéciales pour livrer les conclusions de la commission. Mais personne n'évoque la manière dont ces conclusions ont été atteintes. In 300,000 words of lean and orderly language, the Warren Commission makes these major findings. Lee Harvey Oswald assassinated President Kennedy. Lee Harvey Oswald was himself killed by Jack Ruby in full view of millions of Americans. On apprendra plus tard que NBC avait contacté le FBI et promis que rien dans ses reportages sur l'affaire Kennedy ne contredirait ses conclusions. Il sera également révélé qu'une partie de la presse a coopéré avec les autorités et défendu le rapport en échange d'un accès aux témoins. En 1978, le producteur de CBS, Bernie Birnbaum, a reconnu qu'il était en contact avec des sources au sein même de la commission et que l'émission avait été préparée des mois avant la publication du rapport. Le New York Times a sorti sa version du rapport dans les 48 heures.
Et dans un texte d'introduction, Anthony Lewis assure, alors que le rapport vient à peine de sortir, que la commission a rendu public tous les éléments de preuve dont elle disposait, mis à part des noms de quelques personnes sensibles. Rien n'a été caché, tout est public. C'est un peu ridicule dans la mesure où en réalité les documents de la commission n'ont pas été publiés avant le mois de novembre. En résumé donc, le New York Times assure au public que tous les documents ont été divulgués et qu'il n'y a plus aucune zone d'ombre, avant même d'avoir eu accès aux 26 volumes d'éléments de preuve. Le rapport propose une version très convaincante, dans laquelle Oswald est coupable et a agi seul. Et ce rapport a fait le tour du monde, à grand renfort de publicité. En revanche, les 26 volumes de preuves, eux, n'ont pas fait le tour du monde. Et on comprend, à la lecture de ces volumes, que les preuves sur lesquelles s'appuie le rapport ne correspondent pas toujours aux preuves que la commission a reçues pendant l'enquête. Si la commission a publié les volumes de preuves, c'est à la demande d'Allen Dulles. Here's the commission's report. I keep it at my right hand here, and here are the various volumes, 26 of them. Il confie en privé, plus personne ne lit. Quelques professeurs vont peut-être les lire, mais le public ne s'y intéressera guère. La commission ne se prive pas pour autant de censurer des dizaines de milliers de pages. Des rapports du FBI ou du Secret Service et des centaines de mémos internes. En 1967, le rapport Warren est attaqué par plusieurs livres et articles de magazines. Dans une émission spéciale sur 4 jours, co-présentée par Dan Rather, Walter Cronkite interviewe un des membres de la commission, John McCloy. Are you satisfied that as much effort was put into challenging that case as into establishing it? In other words, did the accused man get a fair trial? I'll answer that in just a moment. If I may just say one thing, which I'd like to say. In the first place, I had some questions as to the propriety of my appearing here as a former member of the commission to comment on the evidence of the commission. It seems to be some question, and I think there is some question about the advisability of doing that. McCloy évite soigneusement de répondre à la moindre question. Plus grave encore, un employé de CBS, Roger Feynman, découvrira plus tard les documents internes montrant que la chaîne avait violé son propre code éthique. McCloy a largement participé à l'élaboration de cette émission spéciale par le biais de sa fille Hélène, qui est alors assistante du président de CBS, Richard Salant. En 1992, le journaliste Jerry Polikoff confronte Salant et Hélène McCloy avec les documents révélant les directives de John McCloy relatives au contenu de l'émission. CBS reconnaît enfin avoir tenté de les faire disparaître. CBS, NBC et le New York Times continueront à soutenir les conclusions de la commission pendant des décennies sans se donner la peine d'examiner publiquement les 26 volumes de preuves. Quand la commission de révision a été créée, au milieu des années 90, 3000 documents de la commission Warren étaient encore classifiés. Revolution is over. Order has returned to Havana, but enthusiasm and fervor still fill the air following the final assumption to power of the revolutionary regime, now the legally recognized provisional government. Havana's ovation for Fidel Castro himself had been long deferred. These scenes show his triumphal march across the island to the capital following the victory. In every town and hamlet, cheering welcome greeted the rebel leader. En 1959, Fidel Castro arrive au pouvoir en renversant Fulgencio Batista, un despote corrompu et violent. Pendant ses 25 ans de dictature, Batista s'est allié aux grandes entreprises américaines et au crime organisé, en parvenant à accumuler une fortune personnelle estimée à 300 millions de dollars. Lorsqu'il a fui le pays, 3 avions cargo ont été nécessaires pour transporter ses biens au Portugal. En juin 1959, Fidel Castro lance une vaste réforme agraire destinée à limiter la taille des propriétés individuelles. Face à ce décret, de nombreux hommes d'affaires américains pressent la Maison-Blanche d'agir. C'est ainsi qu'en 1960, sous la présidence d'Eisenhower, la CIA lance le Cuban Project afin d'évincer Castro du pouvoir. Kennedy, qui s'est présenté comme un candidat farouchement anticommuniste, avalise le plan d'invasion de la baie des Cochons en avril 1961. Toutefois, son feu vert s'accompagne de 2 conditions.
D'abord, les États-Unis fournissent armes et équipements, mais en aucun cas, des Américains ne doivent participer au débarquement. Ensuite, après les premières frappes aériennes préliminaires par des pilotes exilés cubains, aucune frappe ne doit être lancée avant que l'infanterie sécurise une piste d'atterrissage. Dulles était pourtant persuadé que Kennedy, comme Eisenhower avant lui, soutiendrait l'opération avec une intervention militaire directe en cas de besoin, tout en l'assurant que ce serait inutile. Well, first I want to say that there will not be under any conditions be an intervention in Cuba by United States Armed Forces. L'invasion tourne au fiasco et marque immédiatement sa présidence du sceau de l'infamie. Victory has 100 fathers and defeat is an orphan. Further statements, detailed discussions are not to conceal responsibility because I'm the responsible officer of the government. Publiquement, Kennedy accepte la responsabilité de l'échec, mais en privé, son frère et lui soupçonnent la CIA de leur avoir menti. Allen Dulles a admis que la mission était vouée à l'échec, dans la mesure où elle avait été organisée par la CIA sans le soutien de l'armée. À l'occasion d'un article pour Harper's Magazine, il a confié à un jeune rédacteur, Willie Morris, que l'invasion n'aurait jamais pu fonctionner avec son petit groupe d'exilés cubains, la fameuse brigade cubaine. Il comptait sur l'appui des Marines et de l'Air Force. Il était sûr que Kennedy se montrerait malléable et qu'il serait facile de le convaincre d'envoyer l'armée américaine à la rescousse au dernier moment. Durant la rédaction de l'article en 1965, Dulles dit au jeune journaliste « Ce Kennedy, il se prenait pour un dieu ». Jack Kennedy a tenu bon. Il n'a pas envoyé l'armée. Il a refusé de laisser dégénérer cette situation en conflit mondial. Après la débâcle de la baie des Cochons, Kennedy fulmine. Il sait que ses conseillers militaires et ses services de renseignement lui ont menti. Il annonce que la CIA va devoir réduire la voilure. On sait aussi qu'il a dit à un ami qu'il allait faire exploser la CIA en 1000 morceaux et la disséminer aux 4 vents. D'ailleurs, il compte bel et bien décapiter la CIA. Et il le fait savoir à Allen Dulles, ainsi qu'à ses conseillers principaux, Richard Bissell, qui était impliqué jusqu'au cou dans la baie des Cochons, et le général Cabell, le bras droit de Dulles. Les 3 plus hauts responsables de la CIA savent que leurs jours sont comptés et qu'ils seront évincés avant la fin de l'année. La baie des Cochons n'est pas la seule source d'agacement du président au sujet de la CIA. Le même mois, avril 1961, la CIA a aussi menti à Kennedy à propos d'un coup d'État de l'armée destiné à renverser Charles de Gaulle, le président de la France, qui est un de nos plus grands alliés. Allen Dulles, qui n'a jamais apprécié de Gaulle, affirme à tort que la grande majorité de l'armée française est farouchement opposée à la politique d'autodétermination en Algérie voulu par de Gaulle. Ce que Dulles ne dit pas à Kennedy, c'est que la CIA caresse depuis 1959 l'idée d'un putsch. Si le coup d'État orchestré par 4 généraux français est vite avorté, plusieurs articles affirment que Dulles l'a soutenu. Kennedy assure à l'ambassadeur français qu'il n'a rien à voir avec ce putsch et qu'il soutient inconditionnellement Charles de Gaulle. Mais il ajoute quelque chose de très très alarmant. Il lui dit « Je ne contrôle pas tout ce que fait mon gouvernement. Je ne contrôle pas les agissements de la CIA et je ne peux pas répondre de leurs actes. » C'est incroyable qu'un président américain admette une chose pareille. Après le putsch, de Gaulle sera la cible d'au moins 6 tentatives d'assassinat par l'OAS et d'autres groupes, et cela même après avoir accordé son indépendance à l'Algérie. Certains éléments indiquent notamment que des dissidents français ont tenté d'empoisonner de Gaulle avec l'aide de la CIA. Fraîchement évincé, Allen Dulles est donc le seul membre de la commission qui n'occupe pas d'autre poste.
ce qui lui laisse tout le loisir de se consacrer pleinement à la commission, de poser beaucoup de questions, près d'un tiers, et même d'assister à plus d'auditions que le président de la commission lui-même, Earl Warren. Pourtant, il ne mentionnera jamais à la commission que la CIA avait projeté d'assassiner Castro, ni que Kennedy l'avait remercié à cause de la baie des cochons. En sous-main, il transmet en avance à la CIA certaines questions que la commission va poser au sujet d'Oswald. Il fait répéter aux témoins la formulation précise qu'ils doivent employer pour nier tout contact avec l'assassin présumé. Contrairement à ce que diront les médias, la commission n'est pas unanime. Le sénateur de Géorgie, Richard Russell, ne voulait pas y siéger. Dès la première session, il est déçu par la tournure prise par les débats et perplexe quant au rôle d'Hoover et du procureur général par intérim Nicholas Katzenbach. Ses archives personnelles conservées à l'Université de Géorgie contiennent des notes manuscrites rédigées après la première session exécutive du 5 décembre 1963. Il se passe quelque chose d'étrange. Warren et Katzenbach connaissent parfaitement l'enquête du FBI et ils ont pourtant l'intention de présenter Oswald comme le seul suspect potentiel. Ça me paraît indéfendable. Ces archives montrent également qu'il a écrit un avis d'opposition destiné à l'exposé de la commission pour sa dernière session du 18 septembre et qu'il a fait part de ses inquiétudes au président Johnson. Well, we've got you a pretty good report. Well, what difference does it make which bullet got Connolly? Well, it don't make much difference, but the commission believes that the same bullet that hit Kennedy hit Connolly. Well, I don't believe it. I don't either. Il pensait également qu'Oswald n'avait pas agi seul. Russell est troublé par les images de Zapruder et par le témoignage de John Connally. Lui-même blessé ne croyait pas non plus que la première balle ayant touché Kennedy l'avait atteint également. I did not hear the second shot, the one that hit me. I understand there's some question in the minds of the experts about whether or not we could both have been hit with the same bullet, and that was the first bullet. I just don't happen to believe that. I don't believe it, and I will believe it. À cause de ce témoignage, la commission est obligée de faire état de l'opposition de Connally et d'admettre qu'il est impossible d'écarter l'hypothèse d'un complot. La transcription de la dernière réunion existe-t-elle? Connally devait exprimer lors de cette réunion son opposition à la théorie de la balle unique, touchant les deux hommes et ressortant flambant neuve. Il y avait une femme dans la salle et Russell a dû penser qu'elle était sténo car elle dessinait ou écrivait quelque chose. Mais il n'y a pas de transcription officielle de cette session. En 1968, un célèbre auteur révèle au sénateur Russell que les archives nationales ne disposent d'aucune transcription de cette réunion. Choqué, Russell demande à son assistant de trouver ce qui a pu se produire. Russell devient alors le premier membre de la commission à critiquer le rapport. Il est suivi par John Sherman Cooper et L. Boggs. A record number of Americans, upwards of 67 million, go to the polls to elect the 35th President of the United States. So now my wife and I prepare for a new administration and for a new baby. Thank you. Enfin sorti du camp de l'opposition, Kennedy doit désormais forger sa propre politique en tant que président, au risque parfois de détricoter l'œuvre de ses prédécesseurs, en particulier la politique étrangère. To those new states whom we welcome to the ranks of the free, we pledge our word that one form of colonial control shall not have passed away, merely to be replaced by a far more iron tyranny. Le Congo est alors le deuxième plus grand pays d'Afrique. En 1960, après avoir été sous la férule coloniale de la Belgique, le Congo acquiert son indépendance et organise ses premières élections démocratiques. Profitant du chaos de la transition, les Belges, appuyés par les Anglais et les Français, cherchent à renverser le charismatique Premier ministre Patrice Lumumba. Une fois encore, Eisenhower et le directeur de la CIA, Allen Dulles, se rangent du côté des anciennes puissances coloniales européennes. Patrice Lumumba, pour se protéger, lui et son pays, a invité des conseillers russes à se rendre au Congo.
Et c'est là qu'Eisenhower donne le feu vert pour son assassinat. Eisenhower commence à perdre patience. Il a demandé à Dulles de se débarrasser de Lumumba et rien ne se passe. De frustration, il finit par exploser en plein Conseil de sécurité nationale et hurle à toute l'Assemblée qu'il faut tout simplement tuer Lumumba. Ça, Kennedy ne l'a jamais su. Et quand il est élu en novembre 1960, il oriente la politique étrangère américaine dans une direction opposée. Mais les opérations sont déjà lancées. Soutenues par les agences de renseignement et les armes britanniques et américaines, les troupes du colonel Joseph Mobutu capturent le président Lumumba au début du mois de décembre 1960. Dag Hammarskjöld, le secrétaire général des Nations Unies, appelle Kennedy, qui n'a pas encore été investi, et lui demande d'intercéder afin de faire libérer Lumumba. L'intervention de Kennedy pour sauver Lumumba fait comprendre à la CIA et à la police secrète belge qu'il faut le liquider immédiatement. 48 heures avant l'investiture de Kennedy, Lumumba est livré aux mains de ses ennemis. Sorti de prison, il est abattu d'une balle en pleine tête. Kennedy ne l'apprendra qu'un mois plus tard. Et qui lui annonce la nouvelle? La CIA? Non, il garde le secret. C'est l'ambassadeur auprès des Nations Unies, Adlai Stevenson, qui le prévient. En apprenant que Lumumba a été assassiné, le visage de Kennedy se raidit. Il se prend la tête dans les mains et grimace de désespoir. Kennedy avait coutume de dire au sujet du Congo, pour éviter que les États-Unis n'interfèrent au Congo, il faut que les Nations Unies interviennent. Il a soutenu l'action d'Hammarskjöld, qui cherchait à établir un gouvernement d'union nationale à Léopoldville. Hammarskjöld trouve la mort dans un mystérieux accident d'avion en septembre 1961, alors qu'il œuvrait à la signature d'un traité de paix entre l'État séparatiste du Katanga et le Congo. Si la province du Katanga a fait sécession, c'est parce qu'elle abrite d'importants gisements de minerais précieux. Et la compagnie coloniale belge, l'Union minière, a convaincu le gouvernement belge d'encourager la sécession, avec l'appui de l'armée et de groupes paramilitaires belges. La province se détache du Congo et déclare son indépendance avec le soutien des entreprises impérialistes britanniques et belges. Dag Hammarskjöld is dead, but the United Nations lives. His tragedy is deep in our hearts, but the tasks for which he died are at the top of our agenda. Edmund Gullion, l'ambassadeur américain au Congo, un proche de Kennedy, prévient le département d'État par câble et leur dit « Ce tragique accident, contrairement à la version officielle, est un assassinat. » Les photos d'Hammarskjöld montrent qu'il est la seule victime dont le corps n'est pas calciné. Une carte à jouer, apparemment un as de pique, a été placée dans son col de chemise au-dessus du nœud de cravate. On sait désormais, grâce au livre de Susan Williams et aux nouvelles preuves apportées par Desmond Tutu à la Commission de la vérité et de la réconciliation d'Afrique du Sud, qu'il existe des documents controversés montrant que Allen Dulles était impliqué dans le sabotage de l'avion. La mission, baptisée Opération Céleste, devait être menée à bien par un groupe clandestin de suprémacistes blancs appelé Sayemer. Kennedy a compris, dès le début de son mandat, que les objectifs de la CIA étaient complètement différents des siens. Kennedy prévient le Premier ministre britannique Macmillan qu'il n'a pas l'intention de soutenir les puissances impérialistes européennes au Congo. Il autorise son ambassadeur aux Nations Unies, Adlai Stevenson, à voter pour une résolution visant à expulser tout mercenaire étranger de la province séparatiste. Quand, fin 1962, l'armée du Katanga abat un hélicoptère de l'ONUC, Kennedy approuve la riposte militaire des Nations Unies, baptisée Opération Grand Slam. Après un mois de combat et la défaite du Katanga, le Congo est réunifié. Kennedy revient aux Nations Unies l'année suivante pour affirmer une nouvelle fois que l'opération de maintien de la paix est une réussite, que la démocratie fonctionne et qu'il faut dénoncer le rôle de la Belgique dans la sécession du Katanga. Today the clouds have lifted a little, so that new rays of hope can break through.
The pressures on West Berlin appear to be temporarily eased. Political unity in the Congo has been largely restored. A neutral coalition in Laos, while still in difficulty, is at least in being. The integrity of the United Nations Secretariat has been reaffirmed. Today we are here to review the major findings of our full investigation of FBI domestic intelligence. Après le scandale du Watergate en 1975, le sénateur Frank Church organise la première grande commission d'enquête sur les crimes et les abus de la CIA et du FBI. Pour la première fois, de nombreux secrets sont révélés au public, comme par exemple les programmes du FBI visant à déstabiliser les Black Panthers, ou encore à harceler Martin Luther King afin de le pousser au suicide. Le public découvre également les complots d'attentats de la CIA contre des dirigeants étrangers comme Lumumba et Castro. Le président de l'époque, Gerald Ford, a été membre de la commission Warren. Avant la formation de la commission Church, il a nommé sa propre commission sous l'égide du vice-président Nelson Rockefeller dans le but d'enquêter sur les activités intérieures de la CIA. Le 16 janvier 1975, Ford assiste à un déjeuner avec des dirigeants et des journalistes du New York Times pour expliquer pourquoi il a choisi des membres aussi conservateurs pour une commission d'enquête sur les crimes de la CIA. Il assure qu'il ne fait que protéger la nation. Le rédacteur en chef Rosenthal lui demande « Oui, mais protéger de quoi ?» Ford réplique « Des assassinats, par exemple. » Don't you think that's an exceedingly loose way to run an agency, particularly the CIA? Well, we're going to try to run it tighter. Devant les commissions Rockefeller et Church, le directeur de la CIA, William Colby, se montre étonnamment franc et honnête, ce qui lui vaut d'être remplacé par George Bush père. Ce dernier n'hésitera pas à cacher ses liens avec la CIA au cours de son audience de confirmation. Durant la commission Church, les sénateurs Richard Schweiker et Gary Hart organisent un sous-comité destiné à enquêter sur l'assassinat de Kennedy et sur la manière dont le FBI et la CIA ont influencé la commission Warren. Leur rapport critique sévèrement la commission Warren pour son manque d'indépendance et son recours abusif aux enquêteurs du gouvernement. After a lot of prodding and pressuring from the Warren Commission Counsel, J. Edgar Hoover writes Mr. Rankin and said, yes, we did have relationship with Mr. Ruby, and between March 11th, 59, October 2nd, 59, some 8-9 occasions, he acted as our informant or something to that effect. Now, who said that? Who said that at the time of the Warren Commission report? Did anybody ever imply that Jack Ruby was a confidential informer for the FBI? Nobody breathed that. That was classified. La commission Church obtient l'accès au rapport interne de la CIA concernant les projets d'assassinat de Castro lancés dès 1960 sous la direction d'Allen Dulles. L'agence reconnaît dans ce rapport s'être passé de l'accord du président pour agir. De plus, durant ces 10 mois au sein de la commission Warren, Dulles n'a jamais dit un seul mot à ses collègues sur ses liens avec la mafia. Devant cette alliance mal avisée et la tentative d'assassinat d'un chef d'État étranger, le sénateur Schweiker fulmine. I think the Warren Commission has in fact collapsed like a house of cards, and I believe that the Warren Commission was set up at the time to feed pablum to the American people for reasons not yet known, and that one of the biggest cover-ups in the history of our country occurred at that time. Employé dans un laboratoire de développement de pellicules, Robert Groden met la main sur une copie du célèbre film en 8 mm de Abraham Zapruder. En 6 ans, il ne montrera le film en public que 3 fois. Mais en 1975, apprenant l'existence du film, le présentateur Geraldo Rivera invite Groden dans son émission Good Night America sur NBC, en compagnie du comédien et activiste politique Dick Gregory. The film shot by the Dallas dress manufacturer Abraham Zapruder, and it's the execution of President Kennedy. Now, before he goes behind the sign, the president is waving to the crowd. When he comes out from behind the sign, he is shot. Then Governor Connolly is shot. He's already been hit. He's already been hit. And now? At the bottom of the screen, the headshot.
That's the shot that blew off his head. Now, the Warren Commission said that all of the shots were fired from behind by Lee Harvey Oswald, a lone assassin, firing at the president. And as you can see, clearly, the head is thrown violently backwards, completely consistent with a shot from the front, right. That's the most upsetting thing I've ever seen. We'll talk about it in a minute. La diffusion nationale du film fait scandale et entraîne la création d'une deuxième commission d'enquête sur l'assassinat du président Kennedy. Le HSCA, le Comité parlementaire restreint sur les assassinats. When one considers all the things that happened and did not happen, the missing pieces of evidence and documents that were destroyed and so on, I have no idea what might have happened in Dallas that day. Que sont devenues les archives du comité restreint en 1979? Une fois que le travail du comité restreint sur les assassinats a pris fin, la plupart des dépositions ont été classifiées et mises à l'abri des regards. Selon le règlement du Congrès, près d'un demi-million d'archives devaient être mises sous scellé jusqu'en 2029. Certaines ont fait l'objet de fuites et certaines ont été incluses dans le rapport du HSCA, mais la plupart n'ont pas été publiées. If it takes me 30 years to nail every one of the assassins, then I will continue this investigation for 30 years. I owe that not only to Jack Kennedy, but to the country. Hey, there's Clay! Mais en 1991, suite au tollé déclenché par le film JFK, des auditions sont organisées au Capitole. Most Americans did not believe or support the verdict of the Warren Commission initially, and now more than 3 in 4, according to all recent samplings of public opinion, think some conspiracy was involved. À la fin du film, un carton rappelle au public que la grande majorité des archives du HSCA seront classifiées jusqu'en 2029. Of course, we could not go further than we could because many of these files, as you know, were sealed to the American public in the 1960s and were never opened, and the Warren Commission information was always compromised by the fact that the CIA, the FBI, military intelligence never gave any significant information to the Warren Commission members. And in fact, the Warren Commission was one of the members of the Warren Commission was Allen Dulles, who had been fired by President Kennedy as the chief of the CIA. There seems to be the element of the fox investigating the chicken coop here. La controverse médiatique entourant le film oblige le Congrès à lever le voile du secret qui entoure encore les archives près de 30 ans après la mort de Kennedy. Clerk will report the title. Senate 3006, an act to provide for the expeditious disclosure of records relevant to the assassination of President John F. Kennedy. I will not permit petty posturing to deflect us from the higher goal of securing public access and official accountability. Quelle était, selon vous, l'idée de la loi sur les archives de Kennedy? Son nom complet est Loi sur la conservation des archives du président Kennedy de 1992. Et elle a été créée pour éclaircir la plupart des zones d'ombre qui inquiétaient encore le public. On craignait que les agences concernées ne divulguent jamais les informations d'elles-mêmes. Or, les gens voulaient savoir. Et je pense qu'ils ont le droit de savoir. C'est ça, l'idée de cette loi. Vous avez eu des difficultés à travailler avec la CIA? Un jour, un des contrôleurs de la CIA chargé d'assister à nos réunions a tiqué lorsque nous avons projeté un document sur grand écran pour que tout le monde puisse le voir. Nous voulions le publier, donc nous lui avons demandé « Dites pourquoi ça vous dérange ?» Il s'est tu pendant 2 minutes et il a fini par nous dire « Je sais qu'il y a une bonne raison, mais je ne sais pas laquelle. » Aujourd'hui, près de 5 millions de pages d'archives et d'artefacts sont abrités aux Archives nationales à College Park, dans le Maryland, et la plupart peuvent être consultés en personne. La commission de révision a eu l'immense tâche non pas de refaire l'enquête sur l'assassinat, mais de constituer une collection d'archives sur l'assassinat la plus exhaustive possible. Il a fallu insister lourdement auprès d'agences fédérales pour obtenir des archives qu'elles n'auraient pas trouvées pertinentes. Nous avons aussi sollicité les États et les autorités locales, comme celle de Dallas ou encore de la Nouvelle-Orléans.
Qu'en est-il des archives du KGB sur Oswald? En septembre 1998, le Conseil de sécurité nationale a refusé que la question soit évoquée lors de la rencontre Clinton-Yeltsin. Nous sommes allés à Moscou pour essayer de négocier et nous avons obtenu quelques documents, mais pas grand-chose. Le département d'État ne nous a pas du tout aidés. Pour tout dire, on nous a même refusé l'accès à l'ambassade des États-Unis à Moscou en prétextant un malentendu. En tout cas, nous aurions bien eu besoin de l'aide de notre diplomatie. Est-ce que votre travail a été médiatisé? Nous avons publié une centaine de communiqués de presse sans que la presse s'intéresse beaucoup à nous. C'est peut-être le New York Times qui nous a le plus suivis, sûrement parce qu'ils ont des journalistes spécialistes des renseignements. J'aurais aimé qu'on nous suive plus. Pourtant, j'ai l'impression que 20 ans après la création de cette commission de révision, le public américain est toujours aussi captivé par ce sujet qu'il l'était le jour de l'assassinat. Il aurait fallu que le processus soit plus fluide. Certaines agences ont sûrement pensé que nous finirions par nous lasser de les harceler. Elles ont attendu le plus longtemps possible, en espérant peut-être que la commission de révision serait dissoute et qu'elle n'aurait plus besoin de nous transmettre leurs archives. Comment avez-vous obtenu le film de Zapruder pour les archives nationales? C'est la pièce à conviction la plus importante, du crime le plus choquant de l'histoire américaine. May I have your name, please, sir? My name is Abraham Zapruder. Nous avons demandé à la famille de donner la copie originale du film aux États-Unis en leur laissant le copyright et le droit de vendre, le droit d'utilisation, peu importe. Nous, ce que nous voulions, c'était l'original. Et à l'issue de l'arbitrage fédéral, le gouvernement a dû payer pour l'obtenir une somme que je trouve excessive, 16 millions de dollars. C'est difficile à accepter de devoir payer autant, mais nous aurions été très critiqués si le film n'avait pas fait partie de la collection d'archives de JFK. Après avoir obtenu cette somme, la famille Zapruder a choisi de donner le copyright du film au musée Sixth Floor de Dallas. Donc, si vous voulez publier un livre ou produire un documentaire sur le film de Zapruder, c'est au musée qu'il faut demander la permission. La version des faits présentée par le musée Sixth Floor n'a pas évolué. Oswald a abattu Kennedy depuis cette fenêtre du 6e niveau. Et tout dans le musée vise à étayer cette théorie. Le film de Zapruder montre pourtant que Kennedy est violemment projeté en arrière quand il est touché en plein crâne. Son corps recule sur la gauche. Cet effroyable moment n'a jamais été évoqué par la commission Warren. L'une des plus grandes difficultés de la commission Warren est de prouver qu'Oswald se trouvait au 6e niveau au moment de la fusillade. Selon le rapport, il est sur place à 12h30 pour tirer. Ensuite, il range le fusil entre deux cartons et descend par l'unique escalier pour fuir la scène de crime. Le problème est qu'il y avait d'autres employés sur le chemin qu'il aurait emprunté. Et les témoignages de 3 d'entre eux contredisent la version du rapport. À l'instar de Barry Ernest, parti à la recherche de l'une de ses employées. Je me suis fixé comme mission de retrouver une femme qui avait été témoin de l'assassinat, Victoria Adams. Cette recherche a commencé en 1968, quand je suis retourné à Dallas, et s'est achevée en 2000 environ. Peu de choses avaient été écrites sur elle ou son témoignage, mais elle avait quand même dit qu'elle avait été au lycée à San Francisco. J'ai fini par trouver le lycée Presentation High School, où elle avait étudié. J'ai écrit au bureau des étudiants pour essayer d'obtenir son adresse e-mail ou son numéro de téléphone. On ne m'a jamais répondu. Un policier de ma connaissance m'a dit « Laisse-moi faire ». En moins d'une semaine, il avait écrit à Vicki Adams pour lui demander si elle avait travaillé à Dallas et avait été témoin de l'assassinat de JFK. Et elle avait répondu « Oui, c'est moi ». Vicki travaillait au 4e niveau du dépôt de livres. Dans son témoignage, elle affirmait avoir couru dans les escaliers juste après l'assassinat pour sortir et voir ce qui s'était passé. Selon le rapport Warren, 90 secondes après la fusillade, Oswald a été aperçu dans le réfectoire du 2e niveau par un policier de Dallas, Marion Baker, qui montait au 6e niveau accompagné par le superviseur d'Oswald. I turned around and asked him if the man worked for him and if he knew him. And he said, yes, said he works for me and I know him.
Si Vicky est descendue au rez-de-chaussée en 60 secondes et n'a pas croisé Oswald ou Baker ou Trulli dans les escaliers, alors la thèse de la commission Warren, selon laquelle Oswald était dans les escaliers à ce moment-là, ne tient plus. Pour se défendre, la commission a réussi à faire croire au public que Vicky, comme d'autres témoins, se trompait ou était sous le choc. Le rapport affirme que Vicky avait tort, qu'elle était descendue plus tard que ce qu'elle pensait, et qu'elle avait croisé deux hommes qui n'auraient pas dû être là au moment où elle dit être arrivée au rez-de-chaussée. Ces deux hommes, William Shelley et Billy Lovelady, assistaient au passage du cortège présidentiel sur les marches du bâtiment. Selon leur déposition, ils auraient couru après la fusillade vers une piste de chemin de fer derrière le monticule d'herbe avant de revenir au dépôt, quelques minutes plus tard. La commission Warren, qui assure qu'Oswald a emprunté seul les escaliers, estime donc que Vicky est descendue après le passage de Baker et de Trulli au 4e niveau et attend pour croiser Shelley et Lovelady alors qu'ils revenaient dans le bâtiment. Selon son témoignage, Vicky dit avoir quitté la fenêtre au 4e niveau 15 à 30 secondes après l'attentat. La commission Warren corrige ce chiffre à 1 minute. Vicky assure ensuite être arrivée au rez-de-chaussée 60 secondes après l'attentat. La commission Warren explique qu'il s'agit plutôt de plusieurs minutes. Vicky explique d'ailleurs que lors de son témoignage devant la commission, elle a eu le sentiment que David Bellin, qui l'interrogeait, ne la croyait pas. Donc elle a demandé à Bellin si elle pouvait prendre part aux reconstitutions qui étaient organisées. Bellin a refusé. Vicky a donc proposé qu'il pose les mêmes questions à Sandra Stiles, une collègue qui était descendue avec elle dans les escaliers. Bellin lui a répondu « On n'a pas besoin d'elle, on vous avoue ». J'ai interviewé Sandra Stiles et elle a confirmé les dires de Vicky. Elle a descendu les escaliers avec elle et n'a vu ni Shelley ni Lovelady au rez-de-chaussée. Fort de cette information, je suis allé aux Archives nationales pour consulter la version originale de son interrogatoire. Je voulais voir la bande sténo produite par le réviseur, c'est-à-dire la seule personne présente dans la salle au moment où Bellin interrogeait Vicky Adams. Quand j'ai demandé, on m'a annoncé que la bande qui contenait l'interrogatoire de Vicky avait disparu. Par la suite, j'ai appris que la bande avait été détruite par la commission Warren, sans raison apparente. Vicky a donné le nom de 3 personnes capables de corroborer ses dires, dont une qui a même été citée à comparaître. Il s'agissait d'Elsie Dorman, une collègue qui d'ailleurs filmait le cortège présidentiel depuis le 4e niveau, de Sandra Stiles et de Dorothy Garner. Dorothy, la supérieure de Vicky, était à la fenêtre avec elle. Pas une n'a été appelée comme témoin. En 1999, j'ai découvert, aux Archives nationales, un document caché depuis 35 ans. Une lettre de l'adjointe du procureur, Martha Jo Stroud, adressée à Jelly Rankin, qui était à l'époque l'enquêteur en chef de la commission. C'était une lettre pour transmettre le témoignage signé de Vicky. À la fin de la lettre, elle cite Garner, qui affirme avoir vu Vicky descendre les escaliers, puis avoir croisé Baker et Trulli en train de monter. C'est en contradiction directe avec la version de la commission, qui affirme que Vicky était dans les escaliers bien plus tard. Quand j'ai appris ça, j'ai interrogé Dorothy Garner, qui a tout confirmé. Elle était à la fenêtre avec Vicky. Vicky est partie immédiatement. Elle l'a suivie hors de son bureau et l'a même vue descendre les escaliers. Et selon elle, ce n'est qu'après que Baker et Trulli ont monté les escaliers. À aucun moment elle n'a vu Oswald. Garner a donc confirmé que Vicky était bien dans les escaliers au moment où elle l'avait affirmé. La lettre de Stroud était donc un document très dangereux pour la commission. La commission a cherché à cacher ce document. Sans le travail de déclassification de la commission de révision, le public n'aurait jamais eu accès aux témoignages de ces 3 femmes affirmant qu'Oswald n'était pas au 6e niveau au moment de la fusillade.
Tonight, President Trump getting caught up in his own JFK conspiracy after deciding not to release all the documents tied to the assassination. L'ensemble des documents devaient être rendus publics en 2017. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président Trump a tweeté qu'il était impatient de rendre publiques les dernières archives et de découvrir leur contenu. Mais à la dernière minute, après avoir parlé à la CIA, il a repoussé la publication. Il s'agit de documents des années 60 et ils ont été censurés dans les années 90 parce qu'à l'époque, il y avait encore des raisons de le faire. Mais la situation a changé. L'assassinat a eu lieu il y a près de 60 ans. Il n'y a plus aucune raison de cacher ces informations. Cette décision va contre l'esprit de la loi sur les archives de Kennedy. Et elle est techniquement illégale. La publication de l'ensemble des archives avant 2017 était obligatoire. You know, they had 25 years to plan for the due date in Washington. It's not just the Trump administration, but they're the ones who tweeted out, saying it's all coming. Why the delay? Well, the White House is citing national security concerns, and we know that at least 18,000 records from the CIA are still being guarded. The president's decision coming after an appeal from the CIA and the FBI that releasing certain files could put the lives of some of our spies in danger.